Shopify, je pense que tu le vois aussi de l'extérieur, on travaille avec des marques, des marchands de plus en plus grande taille qui ont des besoins aussi de plus en plus complexes. C'est une super grande fierté de savoir que on va aider un entrepreneur à pouvoir encaisser ses premières transactions et pouvoir vraiment se lancer. Et en même temps, simplifier énormément la vie d'un grand groupe qui avait auparavant des gros poids techniques qui leur freinaient d'avancer. 875 millions d'acheteurs l'an dernier qui ont acheté sur un site Shopify, donc ils sont passés par le checkout. Ça fait à peu près un internaute sur 6. Chaque année, plus de 300 nouvelles fonctionnalités, et c'est autant de nouvelles pistes business et de pistes métiers que peuvent explorer les marchands. Sur le deuxième trimestre de cette année, les marchands Shopify ont grossi leur GMV de 42% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente. La croissance des marchands sur Shopify est en moyenne 4 à 5 fois plus importante que la croissance du marché de l'e-commerce. On veut être les premiers à permettre à nos marchands de vendre là où les produits seront vendus demain. Pour nous, ça serait, je pense, une erreur stratégique que de ne pas être les premiers à faire un partenariat avec OpenAI. Si votre marque a une singularité, quelque chose de fort, un message qu'elle porte, je pense que ça peut aussi être intéressant d'explorer comment elle peut se vendre ailleurs. Salut Eli. Salut Étienne. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très très bien. Merci d'être avec moi dans ce podcast, très content de te recevoir. Eli, tu es actuellement Alliance Lead chez Shopify, c'est bien ça ? Absolument. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Que tu as rejoint depuis maintenant, il y a bientôt 4 ans. Avant, tu as eu pas mal d'expériences professionnelles. Si je dis pas de bêtises, alors j'ai épluché un peu ton profil LinkedIn, tu as commencé ta carrière dans les médias, notamment chez l'Express, puis en agence. Ensuite, tu as bifurqué sur des postes un petit peu plus sales, toujours dans la tech, avec d'abord un passage chez Payplug pendant plusieurs années, ensuite chez BigCommerce, et tu atterris chez Shopify, donc on le disait il y a maintenant un peu moins de 4 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi. Voilà, donc on le disait, tu es Alliance Lead pour la France. De ce que j'ai compris, tu t'occupes des partenariats stratégiques, c'est ça dans les grandes lignes ? Exactement, je vais t'en dire plus. Déjà, merci pour l'invitation. Et ouais, je vois que tu as déterré mon passé. Je suis rentré dans la tech en essayant de rentrer dans le journalisme à l'Express, effectivement. Je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour être journaliste, mais que j'adorais la tech. Du coup, après, je suis arrivé dans l'e-commerce. Et chez Payplug, justement, que tu as souligné d'ailleurs, que tu as reçu il y a peu de temps. J'étais en charge, j'étais recruté, c'était en 2019, donc à l'époque où Shopify commençait vraiment à exploser en France. J'ai été recruté pour créer le partenariat avec Shopify. Tu te doutes que quand tu as une solution de paiement française, que tu vois une solution e-commerce qui pop, c'est hyper clé, pour pas dire crucial et critique de pouvoir être intégré à cette plateforme. Donc j'ai été recruté pour ça. Dans les couloirs, on me croisait, j'étais Monsieur Shopify. Donc ça fait avant même que je bosse pour Shopify, j'étais un peu Monsieur Shopify. Du coup, j'ai rencontré les équipes aussi à ce moment-là. Donc c'est Émilie, Joachim qui sont encore chez Shopify aujourd'hui. Et du coup, je suis passé après de l'autre côté chez Shopify pour m'occuper des partenariats, comme tu l'as dit. Et chez Shopify, donc j'ai beaucoup travaillé avec les agences partenaires, que ce soit des agences historiques de l'écosystème ou sur le recrutement de nouvelles agences qui bossaient par le passé sur d'autres technos, Magento, PrestaShop ou autres. Là, maintenant, depuis janvier, je suis en charge des intégrateurs et cabinets de conseil. Ok. Quand tu dis agence, c'est agence web ? Agence web. Ok, donc ils codent, qui développent des sites qui build, sur Shopify, quoi. Okay. Qui parfois font la créa, qui parfois font l'accompagnement, les intégrations. Et maintenant, plutôt profil intégrateur, plutôt pour des plus grosses sociétés. Et en 2 mots, tu peux nous dire en quoi consiste ton rôle, du coup, au quotidien ? Absolument. Donc, Shopify, je pense que tu le vois aussi de l'extérieur, on travaille avec des marques, des marchands de plus en plus grande taille, qui ont des besoins aussi de plus en plus complexes, qui ont des besoins d'intégration à des systèmes tiers qui sont complexes, des besoins de change management, des besoins de transformation complète. Et dans ce cadre-là, construire un site Shopify, c'est vraiment une partie du projet. Et ces marchands-là, justement, ont besoin de partenaires qui savent répondre à ces enjeux-là. Et c'est très souvent les intégrateurs. Donc, tu vois, pour t'en citer quelques-uns, c'est les Capgemini, les Accenture, les Visio, les Deloitte, ces acteurs-là principalement. Et mon métier avec eux, c'est de les faire monter en compétence sur Shopify, qui connaissent bien la solution, qui forment des personnes en interne, qui délivrent des super projets autour de Shopify et qu'on génère aussi des nouvelles opportunités commerciales ensemble. Et alors, question de curiosité, pourquoi Shopify ? Pourquoi sur ce poste précisément ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce
C'est une bonne question. J'ai commencé dans l'e-com après l'échec journalistique, si je peux appeler ça comme ça, il y a 10 ans. Et à l'époque, en France, c'était l'ère des grosses solutions. Toutes les grosses boîtes, avaient une grosse solution, une grosse machine. C'était lourd à maintenir, c'était peu évolutif. C'était évidemment très cher. C'était une source de coût, mais aussi une source de profit. Et je regardais déjà ce qui se faisait outre-Atlantique, et ce qui cartonnait déjà, c'était Shopify. Donc je voyais ça d'un œil un peu extérieur. Je regardais un petit peu la philosophie aussi autour de la société, et notamment ce que disait déjà Toby, le fondateur de Shopify. On a 2 missions chez Shopify. La première, c'est de construire le meilleur produit. La deuxième, c'est de ramener des revenus pour continuer à construire toujours le meilleur produit. Une vision qu'on voyait assez peu à l'époque en France. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était plus qu'une simple techno de commerce. Et ça a été un peu mon but de les rejoindre depuis déjà longtemps. Et pourquoi j'ai choisi les partenariats, parce que c'est les deux choses un peu fortes dans mon rôle aujourd'hui, Shopify et les partenariats. J'aime beaucoup construire des choses sur le long terme avec des personnes dans le business. J'ai été commercial avant, mais c'est pour ça que j'ai fait ce changement plutôt vers les partenariats. Et aussi, quand j'étais enfant, j'ai aussi voulu être astronaute. Mais pendant longtemps, j'ai voulu être ambassadeur. Parce que j'aime bien le fait j'aime bien apaiser les choses. J'aime bien quand les gens sont contents. C'est un truc, voilà. Chez moi, c'est important. Et j'aime bien aussi représenter ma société pour essayer de construire d'autres choses, une entité, pour construire d'autres choses avec des tiers. Et ça, je le retrouve beaucoup dans les partenariats. Et en plus, tu as la chance d'avoir un produit qui est plutôt cool. Alors moi, je pense que tu le verras au fur et à mesure de notre échange. On est assez friand de Shopify. Pour une raison très simple, c'est qu'on a beaucoup de marques qu'on accompagne qui sont sur Shopify, et force est de constater que ça s'intègre très très bien avec tout l'écosystème dans lequel on évolue. Curieux de savoir si tu as quelques chiffres pour constituer Shopify. Alors je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver en ligne, mais tu vois, en France, ça représente combien de personnes? Où est-ce que vous êtes? C'est réparti comment? C'est quoi un peu la structure des équipes? Ouais, donc on est une boîte qui a maintenant 21 ans, qui a été créée au Canada. La structure française existe depuis maintenant 7 ans, quasiment jour pour jour. C'était fin 2018 qu'elle a été créée. À la base, avec que 2 personnes sur le bureau français, qui étaient un peu des pionniers. Mais avant même qu'il y ait une équipe française, on avait déjà des partenaires sur le terrain. Qui avait déjà ce terreau d'écosystème avec ces pionniers comme Moco, comme Maestro, comme Zeran, Saxom, qui construisaient déjà des sites pour des clients, qui les géraient. Ce qui fait que quand l'équipe française est arrivée, il y avait déjà un terreau hyper fertile à notre croissance. Donc en 7 ans, ça a énormément évolué. On est 8000 dans le monde maintenant. En France, on est une trentaine. Le siège est basé... Le siège est à Ottawa, officiellement. Canada. On a aussi quand même beaucoup de salariés à Toronto. Okay. On reste une boîte canadienne, donc beaucoup de personnes en Amérique du Nord. En France, on a plein de personnes, vu qu'on est en full remote. Ça aussi, c'est un point fort, on est en full remote. Donc, toute la boîte. Toute la boîte. Incroyable. On a des bureaux, quelques-uns en Amérique du Nord, pour quand même que les personnes puissent se voir. Là, on a vraiment beaucoup de people. Désolé pour le franglais, il y en aura beaucoup, excuse d'avance. Mais en Europe, on n'a pas de bureau. Je pense que ça fonctionne aussi bien parce que c'est établi depuis longtemps, depuis avant le Covid. Et toute la culture de la boîte est axée là-dessus. Et ce qui nous permet aussi, nous, en tant que salariés, de nous épanouir, qu'importe notre lifestyle. Il y a des marchands, je pense, qui vont nous écouter, leurs Merchant Success Managers, les personnes qui les accompagnent, ils sont peut-être basés à Barcelone ou peut-être en fin fond de la campagne irlandaise. Moi, je suis en région parisienne, mais voilà, ça permet vraiment de choisir la vie qu'on veut pour délivrer de la valeur qu'importe l'endroit. J'ai appris il y a moins d'une dizaine de minutes que vous étiez en full remote. Je pense que j'avais peut-être dû le lire, mais ça ne m'avait pas marqué. Nous, pour la petite histoire, on est en full remote, alors pas du tout à la même échelle, on est une quarantaine. Mais ça aurait pu faire l'objet d'un épisode dédié sur comment une boîte de 8000 personnes tient en full remote. Ultra intéressant. Merci beaucoup pour ces infos. Si on rentre un petit peu dans... ce qui m'intéresse, c'est de creuser un petit peu la partie Shopify en France. Donc tu dis c'est en France depuis 7 ans, c'est ça? Absolument. Et donc avant, il y avait déjà des partenaires qui étaient sur place. C'était géré depuis depuis le Canada, ou il y avait d'autres équipes qui étaient en... Il y avait, alors sur la partie, il n'y avait pas vraiment d'équipe dédiée spécifiquement à la France à ce moment-là. Mais
aussi une des chances dans une boîte canadienne, c'est qu'il y a des francophones. Ouais. Donc ce qui nous a aussi permis d'avoir aussi des personnes qui bossaient sur le marché français en partie, sans être basées en France, sans être françaises. Ce qui nous a permis aussi de nous lancer au début, absolument. Le UK a été le premier marché qui a été ouvert en Europe. En Europe, ok. Ouais. Comme tu disais, Shopify en France depuis maintenant quelques années, ça c'est une énorme croissance. J'ai pas les chiffres, mais on le ressent en tout cas. Le taux d'adoption est dingue, que ce soit par des DNVB, mais aussi par des entreprises beaucoup plus dimensionnées. Comment ça s'est fait un peu ? C'est quoi les grandes étapes ? Tu vois, à quel moment ? Donc tu dis ça a commencé il y a 7 ans. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Quelles ont été les grandes étapes, si tu les as en tête ? Je suis curieux de creuser un petit peu le cheminement depuis les débuts de Shopify en France, l'ouverture dont tu disais 2018-2019 jusqu'à maintenant. Il y a eu quand même une forte évolution, une croissance ultra rapide, une adoption par tout type de boîtes, que ce soit des NVB, des plus grosses entreprises. Ça a été quoi un peu les grandes étapes que vous avez observées si tu peux nous refaire un peu l'histoire de Shopify en France ? Oui, absolument. C'est une histoire qui a évolué aussi par rapport à notre produit. Donc, au début, quand on arrivait en France, on était particulièrement connu pour être une société, une plateforme qui accompagnait les entrepreneurs, quelques DNVB qui étaient aussi un peu pionnières sur Shopify. Et très vite, on a pu aussi étendre ce segment et ce marché clé par aussi des plus grandes entreprises parce qu'on a été poussé par notre produit. Shopify, c'est énormément de nouvelles fonctionnalités, clairement qui sont de plus en plus orientées pour des sociétés qui ont des enjeux de croissance encore plus forts. Donc ouais, maintenant, Shopify, on adresse vraiment des marchands de toute taille. Et c'est une super grande fierté de savoir que on va aider un entrepreneur à pouvoir encaisser ses premières transactions et pouvoir vraiment se lancer. Et en même temps, simplifier énormément la vie d'un grand groupe qui avait auparavant des gros poids techniques qui leur freinaient d'avancer. Et ça pour tous les secteurs. Que ce soit du fashion, on est peut-être historiquement vu comme aussi un secteur très fashion. Beauty, luxury, mais aussi plus récemment beaucoup dans le sport. Maison, jardin, bricolage, et même dans le B2B. On a des marchands dans l'industrie, dans les pièces détachées, etc. C'est quoi aujourd'hui le cœur de la base marchande en France ? Si tu as les tendances, c'est plutôt des petites marques, des NVB, des retailers, un mélange de tout ? Justement, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un mélange de tout. En France, dans le monde, excuse-moi, tu as 875 millions d'acheteurs l'an dernier qui ont acheté sur un site Shopify. Donc, ils sont passés par notre checkout. Ça fait à peu près un internaute sur 6. C'est colossal et c'est encore en croissance. Et le point commun vraiment entre ces acheteurs, dont je fais partie, c'est qu'on achète des produits de marchands qu'on aime. Donc, vraiment, il y a ce côté love brand qui est assez fort chez les marchands Shopify. Après, en termes de taille, ça peut être une entreprise, un solopreneur, comme ça peut être une société qui fait plusieurs milliards ou plus d'1 milliard en ligne sur Shopify. Ça, pour le coup, on répond à tous ces besoins. Sur le B2B aussi, que ce soit aussi des marchands qui sont sur du POS, on a vraiment un mix très épars de marchands. Il y a des verticales qui se démarquent particulièrement ? Typiquement, tu disais fashion, historiquement, il y en a d'autres ? Historique parce qu'aussi c'est là où tu as le plus de budget dans l'e-commerce, donc forcément c'est un peu les premiers à changer de plateforme et à prendre la plateforme la plus moderne du marché. Cosmétiques, la santé, on voit qu'en ce moment ça cartonne pas mal, notamment les compléments alimentaires. Après nous Shopify en ce moment on signe pas mal de choses dans le sport et aussi vraiment le B2B. Le secteur du e-commerce en B2B c'est quelque chose d'assez nouveau, mais les usages changent énormément aussi parce que les acheteurs sont maintenant des personnes qui achètent aussi dans la vie, dans leur vie perso, côté consumer aussi en ligne. Et donc, on a beaucoup de projets autour du B2B. Il y a une... Je pense que historiquement, moi je me souviens, il y a encore quelques années, on voyait de loin Shopify arriver, il y avait de plus en plus de marchands qui passaient dessus, et on se disait trop cool, ça a l'air très dynamique, très tech, très dans l'air du temps et très digital. Et je sais qu'à l'époque, alors mon ressenti, ça vaut ce que ça vaut, il y avait un peu cette idée de se dire c'est pas pour les grandes marques, tu vois, c'est un peu pour les gros retailers qui ont plein de points de vente, qui ont des catalogues qui sont extrêmement larges sur plein de pays, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pensent encore que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui justement permettent de faire ça, des cas d'usage que vous avez qui
qui prouverait le contraire, par exemple? Ouais, bah, honnêtement, c'est une image parfois qui nous colle un peu au basque, mais c'est de moins en moins le cas parce que aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on regarde les clients, la complexité dans laquelle ils évoluent et ce que Shopify leur apporte. Et d'ailleurs, ces marchands-là aujourd'hui, ces retailers, si aujourd'hui ils passent sur Shopify, c'est en partie pour les mêmes raisons qu'un entrepreneur ou une TNVB a choisi Shopify. C'est avant tout une recherche de simplicité. D'ailleurs, petite info, si tu le sais pas, Shopify, c'est le mot valise de shop et de simplify. Plein de gens ne le savent pas, mais ça vient de là à la base. Donc clairement, c'est le cœur de notre ADN, c'est de simplifier ce qui était par le passé plus complexe. Donc toi, tu accompagnes plein de marques, donc je pense que tu le vois. Une DNVB ou un entrepreneur ne peut pas se permettre que la tech soit un frein, que ce soit une barrière à la réussite, à la croissance. Ça, c'est aujourd'hui, si on prend un peu de recul, pour une grande marque, c'est hyper clé parce que tu es dans un contexte qui est hyper compliqué. Tu as une incertitude géopolitique, tu as un coût du cash qui est hyper important, donc plus compliqué d'avoir un emprunt bancaire. Tu vas avoir des incertitudes sur la partie logistique. Le retail va pas non plus hyper bien en ce moment. Donc, être dans les pompes aujourd'hui d'un dirigeant d'un grand groupe, c'est se dire aussi comment je peux reprendre le contrôle sur ma roadmap, comment je peux me focus sur mon produit, comment je peux rester best in class, rester le meilleur ou le devenir dans 10 ans, même exister, rester en vie dans 10 ans. Les réponses à ça, enfin, une des réponses à ça, c'est la recherche de simplicité. Notamment sur la partie, en grande partie sur la partie IT, où clairement on voit que les boîtes qui adoptent Shopify comme cœur transactionnel, cœur commerce, peuvent avoir un operating model qui soit hyper simplifié. Donc clairement, ne pas se concentrer sur des sujets technico-techniques, ne plus être freiné dans l'innovation, dans la sortie de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de nouveaux points de vente, de nouvelles fonctionnalités, pour vraiment au final se rapprocher de ce qui est important, leur vente et leurs clients et leurs produits. Tu as des noms de marques ou de grands retailers, tu vois, qui sont passés sur Shopify, qui ont adopté vos solutions, que ce soit online, POS ou autre? Ouais, on en a beaucoup hein, en France. On peut citer Obad, on peut citer Decathlon. On a fait une intervention l'an dernier à Vivatech avec Ami Paris. Donc ouais, on a vraiment des centaines de grands marchands. Decathlon sont sur Shopify? Decathlon absolument pas sur le site France, mais Okay. tu vas sur decathlon.com, le site US, il est aujourd'hui sur Shopify. Génial. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Ce serait marrant de comparer les deux, de voir Ouais, exactement. si ça transforme plus d'un côté ou de l'autre. Question de curiosité, comment tu expliques, selon toi, qu'est-ce qui fait que Shopify a réussi à percer dans un marché qui était quand même déjà bien structuré, bien trusté par d'autres acteurs? On peut citer, je pense à PrestaShop ou Commerce, entre autres, qui étaient déjà bien en place. Un des éléments que tu partageais, c'est la simplicité. Absolument. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient en tête là, en posant la question. Il y en a d'autres qu'est-ce qui explique, selon toi, ce succès? Ouais, la simplicité aussi dans la gestion au quotidien, la scalabilité, c'est clé aussi. Scalabilité, tu as un peu deux axes. Tu as à la fois les pics de trafic. Je caricature un peu, mais je me rappelle d'une époque où quand tu avais une marque qui passait sur Capital ou qui veut être mon associé, j'ai grandi avec Capital, globalement, soit ton site il était sur Shopify, soit ton site il crachait. Donc c'était pas la faute des CMS, hein, c'était la faute des personnes qui géraient leur hébergement et la mauvaise communication. Le fait est qu'en tout cas, avec Shopify, t'as plus à te poser ces questions-là. Et la scalabilité aussi dans le sens où on va pouvoir accompagner un marchand dans toutes les phases de sa croissance. Que ça soit sur sa première transaction sur Shopify jusqu'au palier du 5, du 10, du 50, du 100, du milliard. On a des marchands qui sont passés de 1 dollar à 100 milliards en restant sur la même plateforme. Bien sûr, tu fais plein de choses entre-temps. Ton front évolue, tu rajoutes des applications, tu t'équipes de systèmes tiers, etc. Mais c'est la même plateforme. Et c'est dingue de voir que tu peux grandir autant sur la même plateforme, sans compter les nouveaux marchés que tu peux ouvrir, des points de vente POS que tu peux déployer, etc. Un autre point clé,
c'est la force de l'innovation chez Shopify. Donc on a la chance aussi d'avoir un modèle SaaS. Donc une release vaut sauf early access ou bêta tester ou autre, et vaut pour l'ensemble des marchands. Et on ship chaque année plus de 300 nouvelles fonctionnalités. Et c'est autant de nouvelles pistes business et de pistes métiers que peuvent explorer les marchands. Et si bien qu'aujourd'hui, le travail d'une agence qui accompagne bien son client, c'est de partager les nouveautés pertinentes pour son client. Donc tu as vraiment cette très grande force de l'innovation. On veut que les marchands soient le mieux équipés au monde niveau innovation, qu'ils aient les meilleurs outils à leur disposition pour performer. Et ça, je pense que nos clients l'ont bien compris. Et tu as un dernier point qui est hyper fort chez Shopify, c'est l'écosystème. À la fois l'écosystème de freelance, d'agences, d'intégrateurs, de consultants, mais aussi l'écosystème applicatif. Tu as plein de sociétés, de boîtes qui se sont créées en voyant Shopify performer et en se rendant compte avec intelligence de ce que Shopify ne savait et ne saurait pas faire. Et qui ont construit vraiment des sociétés comme étant quasiment des extensions natives de Shopify. C'est hyper malin. T'en as qui ont bien largement dépassé ce stade-là, comme Klaviyo, qui a un succès formidable et totalement mérité. Tu vois, tu peux penser à Yotpo dans la feed, à Gorgias dans le service client, à Babac dans les retours, à Nosto dans l'expérience merchandising. Et ce qui nous aussi complète un écosystème et nous permet d'avoir vraiment un écosystème très resserré et très proche de nous techniquement et qui partage notre ADN. Très clair, j'ai rien à ajouter. c'est exactement ça. Moi, je sais qu'on a cette vision très. Alors nous, on n'est pas intégrateur ni dev. Par contre, on aime bien jouer avec les différents outils et cet écosystème applicatif dont tu parles. Shopify, et dès qu'il y a une nouveauté, que ce soit tu vois, sur une nouvelle app qui marche bien et qui nous permet d'ajouter un use case sur nos clients, ou même une update sur la brique analytique qu'on utilise beaucoup. Tu vois, typiquement sur les trucs tout bêtes, mais les cohortes, tu as des choses un peu plus sur des visus qui vont aller un peu plus loin sur de la lifetime value, ce genre de choses. Ça, on adore. Et donc, on est très friand aussi de voir régulièrement qu'il y a des updates et que c'est pas un produit qui est, tu vois, fixe sur étagère et qui bouge pas. De toute façon, un produit figé, c'est un produit qui est mort demain. Clairement. Ça va aussi pour les marchands. Exactement. Et pour toutes les boîtes. Oui, absolument. Si tu parlais de l'écosystème, ça m'intéresse de creuser un petit peu ce point. Ouais. Parce que c'est un écosystème, tu dis, qui est assez complet. Comment vous bossez avec les agences, les intégrateurs, les freelances? C'est quoi un peu le fonctionnement que vous avez avec eux? De manière générale, on les aime beaucoup parce que sans écosystème, sans cet écosystème, il n'y aurait pas Shopify aujourd'hui. Notre plateforme a pour vocation à être prise en main facilement par les clients, mais de préférence, clairement accompagné de sachants et de professionnels et d'agences et d'intégrateurs. Donc clairement, pour nous, c'est clé. C'est grâce à ça qu'on ouvre des nouveaux marchés. Lorsqu'on ouvre un pays, on commence d'abord à avoir des partenaires. Donc c'est vraiment le terreau pour nous à tout. Et comment on les accompagne? Ce qui est intéressant, on a pas mal fait évoluer ces dernières années notre programme partenaire. Et là, on a sorti deux axes. Le premier, c'est Partner Powered Launch, qui va mieux récompenser et plus mettre en valeur des partenaires qui ont bien réussi le lancement des sites. Donc vraiment accompagner la partie projet go live pour un replatforming. Et le deuxième, c'est le Partner Powered Sales, qui va permettre à nos agences, à nos freelances, à nos intégrateurs de vendre en totale autonomie, sans même passer par un commercial Shopify Plus. Et c'est un peu remettre l'église au centre du village, parce que clairement, cet écosystème-là, il vendait des sites Shopify à des marchands français avant que tu aies des commerciaux français. Donc, ils savent très bien le faire, pour la plupart. Donc c'est leur permettre d'avoir plus d'incentives et plus d'autonomie. Et en plus, on a lancé aussi il y a 1 an, une grosse année, la Shopify Academy, qui est un ensemble de ressources, pour beaucoup certifiantes, qui vont attester de la connaissance, du knowledge des partenaires. Et notre nouveau programme partenaire avec les différents niveaux de certification est vraiment intrinsèquement lié au niveau de certification, de ce qu'on appelle ça Verified Skills, de skills qui sont effectives auprès des partenaires. Okay. Nos partenaires sont incentivés à toujours se former. De toute façon, ils n'ont pas le choix. On a un produit qui évolue. C'est un tampon que vous mettez en disant certifié Shopify. C'est un tampon certifié sur ça, absolument. Et tu as différents niveaux?
T'as différents niveaux, ouais. Ok. Qui vont d'un partenaire qui s'est enregistré en tant que partenaire jusqu'au partenaire Platinum, qui est le plus haut niveau de certification. On en a 2 en France qui le sont, Colors et Axom. Ok. J'imagine pas facile à obtenir du coup. Non, pas facile à obtenir. Ça demande d'avoir fait pas mal de projets sur Shopify Plus. Ça demande d'avoir beaucoup de personnes formées. Et ça demande un engagement aussi de leur part, absolument. Et c'est ce qu'on retrouve. Alors, on sort un petit peu du cadre initial, mais si pour tu vois, une agence qui serait déjà spécialisée Shopify ou qui voudrait justement rejoindre ce type de partenariat, typiquement, le Graal, de ce que je comprends, c'est le Platinum. C'est quoi un peu les 2-3 critères sur lesquels il faut bosser? C'est le nombre de projets, Alors déjà, le Graal, c'est Platinum, mais énormément d'agences sont hyper épanouies et font des super projets sans être en étant partenaire premier, partenaire plus ou même pas sur des niveaux en dessous. Autre chose, c'est qu'on a recruté beaucoup de partenaires récemment. Donc aussi pour avoir ces niveaux de certification, ça demande quand même d'avoir un certain historique. Donc c'est pas parce qu'un partenaire n'a pas cette certification, ça je tiens vraiment à le préciser, que ce n'est pas une bonne agence ou qu'il saura mal faire le projet. Là récemment, moi je suis en charge d'onboarder des nouvelles agences, donc je le vois, on a des agences très récentes qui ont fait des super projets, c'était leur premier projet Shopify, et des projets où le client est ravi, le client témoigne pour l'agence, et même s'ils ne peuvent pas attester d'un tampon, ils sont très bons. Donc vraiment c'est à prendre quand même avec des pincettes. Et en tout cas, si on doit donner un conseil à des partenaires, moi je leur conseillerais pas de viser forcément le plus haut niveau de tiring parce que ça peut impliquer des transformations qu'on va pas forcément, qui sont pas forcément des fois même les épaules ou la volonté de le faire. Un certain nombre de personnes en interne, par exemple. Donc là-dessus vraiment, on les connaît les agences, on leur parle, hein, on leur a évoqué aussi en one-to-one ces sujets-là. C'est vraiment à eux de voir leur stratégie, mais globalement, c'est le nombre de projets, le nombre de certifications qui vont pouvoir passer des niveaux. Donc, tu disais, vous êtes très actif avec l'écosystème, notamment donc agence, intégrateur, freelance, entre autres. Est-ce que vous travaillez avec les marques au quotidien, vous interagissez ou pas directement, justement, vous reposez beaucoup sur cet écosystème-là? C'est quoi un peu le... Alors oui, absolument. On a des personnes, des Customer Success Managers, des équipes support qui sont là pour accompagner les clients. Mais très souvent, le point de contact principal, effectivement, reste le partenaire. Ok. Moi, à titre perso, par contre, j'adore toujours rencontrer des clients dans les événements ou autres. Et alors du coup, donc là tu parlais un petit peu des relations que vous avez avec ces agences intégrateurs freelance. Est-ce que vous avez un rôle un peu plus... je dirais pas d'éducation, mais de formation où ça passe par ce programme pour que tout le monde soit au niveau de connaissances, qu'il n'y ait pas de personnes qui soient pas au courant des dernières nouveautés, ce genre de choses. Comment vous faites en sorte que ce soit d'uniformiser un peu le niveau de connaissances sur le marché? Ouais, t'as raison, c'est une bonne question parce que c'est un challenge dans un écosystème qui évolue tout le temps, où t'as toujours de nouveaux entrants. On le fait de plusieurs manières. Donc nous, notre équipe partenariat, on est assez nombreux. Rien qu'en France, à l'heure où je te parle, on est 4 sur la partie relation au quotidien avec les agences. Donc c'est leur pousser les informations en direct, en plus bien sûr de ce qu'ils ont dans les outils. Ils ont tous un dashboard partenaire, des outils sur lesquels on va aussi pousser de l'information, pousser des nouveautés. Okay. Et après, un truc qu'on leur demande aussi, c'est tous les jours d'aller voir le changelog de Shopify. Donc changelog qui est... Changelog, c'est là où tu vois toutes les nouveautés Shopify. Donc ça, on va pas leur écrire un mail dès qu'il y a une nouveauté, parce que sinon, on passerait notre journée à faire ça. C'est leur boulot aussi de se renseigner sur qu'est-ce qui pop dans Shopify. Et ça, de n'importe quelle agence a accès à ça? Ah oui, même tu peux aller voir changelog.shopify.com. D'ailleurs, les marchands peuvent aller voir. Ok, trop bien. Donc si on veut être à la pointe de ce qui sort sur Shopify, c'est avant même que ça sorte du coup dans la presse ou autre. Absolument, ça sort là en premier. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler d'une marque qui a explosé récemment sur Shopify, que tu as en tête? Ouais. Ce qui est dur, c'est d'en choisir une. Plusieurs, si tu veux. Si tu veux être plusieurs à l'honneur. Ouais. Moi j'aime beaucoup Pollen, j'aime beaucoup leur sac, c'est une très belle histoire, ils ont cartonné.
Je pense pas que ma femme écoutera le podcast, mais si jamais c'est le cas, je pense que je vais lui acheter un petit sac pollen pour Noël. Comme ça, tu sauras si elle a écouté le podcast. Exactement. Du coup, le deuxième, je vais prendre Asphalt. Du coup, si elle écoute, qu'elle sache que j'aime beaucoup Asphalt. Qu'elle n'hésite pas pour Noël. Du coup, Asphalt aussi, je trouve que c'est une réussite, une grande réussite. Je sais pas si t'es allé voir leur flagship qu'ils ont ouvert dans le Sentier. Non. Je t'invite à y aller. L'expérience est super. Donc, typique des NVB qui se lancent dans le retail. Et ils ont réalisé en 7 mois, les 7 premiers mois d'ouverture, 2,4 millions de chiffres d'affaires. Okay. Ce qui est énorme en retail. En boutique. En boutique. Énorme. Ouais, absolument. Et avec en plus des paniers moyens qui passent en ligne de 150 à 150 euros. À 180 euros. Okay. Donc, grosse réussite. Vraiment, on en reparlera plus tard, mais j'invite vraiment les DNVB, s'ils le peuvent, à s'amuser en retail. Et du coup, donc par exemple, si on prend Asphalt, ils ont utilisé toutes les suites de produits retail de Shopify. Absolument. T'en as en tête qui deviennent c'est Shopify POS. POS, mais ok. Asphalt, en plus, c'était un des pionniers des NVB. Ça fait un petit moment qu'ils sont là, et moi, on les benchmarkait déjà il y a bien 5-6 ans, voire plus, notamment parce qu'ils étaient très très forts sur faire des formats publicitaires extrêmement longs. Ah oui. Ils faisaient des pubs de... En fait, tu avais toutes les guidelines, moi à l'époque je travaillais chez Meta, et tu avais toutes les guidelines de pubs qui disaient il faut faire des vidéos de 30 secondes, 40 secondes. Eux, ils arrivaient avec des vidéos de 4 minutes 30 où tu avais toutes les coulisses dans l'usine, et ils arrivaient à faire des chiffres qui étaient extraordinaires. En précommande, donc masterclass, franchement. Non, vraiment, c'est là où on voit que tu as des choses qui marchent, et tu as la singularité qui, quand elle est bien exécutée, marche encore mieux. Est-ce que tu en as une autre qui est un peu moins connue, mais du coup que peut-être les personnes qui nous écoutent pourraient découvrir, que tu trouves cool ou inspirante ou innovante dans l'usage de la plateforme? Moi, alors bon, The Braderie, c'est pas tout le monde connaît, je pense, mais c'est un peu innovant dans l'usage de la plateforme parce que ils sont arrivés dans un secteur de la vente privée où tout le monde était parti sur des techno custom, parce que c'est quand même un peu particulier de faire de la vente privée. Tu vois, t'as toujours des nouveaux produits à rajouter, toujours des nouvelles collections. Et ils se sont dit, Tim et Edouard, que je salue au passage, non, on va construire ça sur Shopify avec une équipe hyper réduite. Ça a très bien fonctionné. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne pourrait pas, sur Shopify, construire un modèle de vente privée. D'autant plus, la simplicité de la plateforme permet tout le temps de rajouter facilement des nouveaux produits. Ça les a justement aidés à croître plus vite. Donc The Braderie qui est un modèle inspirant. Après, moi, j'adore un bon maillot, mais je pense que tes auditeurs les connaissent parce qu'ils sont déjà passés. On accompagne depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Et maintenant, je peux en plus, depuis qu'ils ont mis l'exclusion de club, je peux acheter, parce que j'avais toujours peur de tomber sur un maillot de l'OM, mais là, je peux dire pas maillot de l'OM. On salue Tim et Louis s'ils nous écoutent. Franchement, j'adore le concept. Trop bien. Et alors ça m'intéresse aussi de creuser, donc toujours dans ce petit chapitre autour de la France. Tu as la chance d'être dans une position où tu vois ce qui se passe sur la France. J'imagine qu'en interne, vous avez aussi accès à ce qui se passe dans d'autres marchés. Je pense à des marchés qui sont assez en avance de manière générale sur le e-com. Je pense au UK, à l'Allemagne, aux US, évidemment. Comment est la France par rapport à ces marchés-là? On est en avance, on est en retard, on n'a rien à leur envier. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Ouais, alors j'ai pas trop de chiffres ou autres entre la France vraiment et les autres pays européens. Par contre, j'ai des chiffres hyper intéressants sur la France sur l'Europe par rapport au marché plutôt nord-américain, qui sont assez dingues. Sur le deuxième trimestre de cette année, les marchands Shopify ont grossi leur GMV de 42% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente. En un an, la GMV totale des marchands, donc GMV, la somme du revenu Shopify, a augmenté de 42%. Sur tout marché confondu Sur l'Europe. Ah, sur l'Europe, ok. Sur l'Europe uniquement, pardon. Et les US? Et les US, c'était beaucoup moins important. J'ai pas le chiffre, mais c'était beaucoup moins important. Ça croît plus vite. Ça croît beaucoup plus vite. Et c'est le 9e trimestre consécutif où on a une croissance GMV year on year à plus de 30%. Ok. C'est énorme. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, bien sûr, on a plus de marchands, des marchands de plus grande taille, il y a un peu d'inflation, mais ça veut surtout dire que nos marchands grossissent plus vite
que d'autres marchands. Et ça, j'ai à périmètre égal. À périmètre égal. Ok. Ah ouais, et ça, j'ai une autre stat aussi hyper intéressante là-dessus, qui est aussi pareil, focus sur l'Europe. La croissance des marchands sur Shopify est en moyenne 4 à 5 fois plus importante que la croissance du marché de l'e-commerce. Ok. Donc ça veut dire, noir sur blanc, que les marchands Shopify grossissent beaucoup plus vite que les marchands qui ne sont pas sur Shopify. Donc ceux qui nous écoutent et qui sont sur Shopify, bravo. Et ceux qui ne sont pas encore sur Shopify, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est pas toi qui l'as dit. C'est pas toi qui l'as dit. C'est dans les notes que je te disais en intro, où nous on est très... bien sûr, on a un compte les zones techno avec qui on a des marques qui bossent sur d'autres technos qui sont très très bien aussi. Mais c'est vrai que pour tous les éléments que tu as cités tout à l'heure, notamment simplicité, évolutivité, interconnexion, etc., ça marche très bien, surtout sur des profils de marques qui notamment font du market online. Moi, je trouve qu'il y a une intégration qui est très bien faite avec un peu ce trio Meta, Klaviyo, Shopify qui fonctionne très très bien. Voilà, je referme la parenthèse. Ouais, il y a aussi souvent, j'en ouvre une autre du coup, qui est on parle souvent de SEO par rapport aux autres plateformes. Oui. Notamment PrestaShop. La peur de perdre en SEO par rapport à ce qu'on a sur PrestaShop ou sur d'autres technos open source. Je les invite à regarder les posts récents de Axome, qui est une agence, un de nos partenaires, qui vient de migrer le site de Projet Xpari et qui vient de partager ses résultats SEO qui sont absolument fantastiques. Ils ont gagné des places en SEO en passant de PrestaShop à Shopify. Et je vous invite aussi à regarder le site de Projet Xpari qui est, d'un point de vue expérientiel, une folie furieuse. Je ne suis pas dans la cible, mais le site est canon. Trop bien. Je retiens croissance 5 fois plus rapide que sur non, mais c'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'est-ce que tu observes chez des marchands qui scalent fort sur Shopify? Est-ce qu'il y a il y a un truc qui distingue celles qui vraiment arrivent à avoir ces taux de croissance qui sont bien au-dessus du marché versus celles qui sous-performent, même au sein de l'écosystème Shopify, pas tout e-commerce global? Déjà, il y a un peu un côté de l'œuf ou la poule, dans le sens où quand tu veux aller sur Shopify, c'est que dans ta techno existante, tu te sens que tu es déjà un peu freiné par ta volonté, par tes ambitions d'innovation. Donc très souvent, tu as un mindset des marchands qui passent sur Shopify, qui n'est pas toujours le même que des marchands de nos confrères, sans généralité bien sûr. Après, plus spécifiquement, nous ce qu'on voit, c'est que des marchands qui scale particulièrement sur Shopify, c'est des marchands qui ont adopté le commerce unifié. Des marchands qui ont ouvert des points de vente, qui se servent aussi de TikTok Shop, qui vendent aussi sur Meta, qui font du live shopping, qui multiplient les canaux de vente. Je réinsiste sur la partie point de vente. C'est outre l'occasion d'avoir un endroit où vendre en plus ses produits, c'est vraiment l'occasion de créer des expériences qui sont impossibles à créer en ligne, ou même sur des réseaux sociaux. Par exemple, là on a un marchand, Gymshark, qui est assez connu, qui a passé le milliard en volume, qui a ouvert une boutique à Regent Street à Londres. Et c'est pas juste une boutique. Le truc, c'est un vrai hub communautaire. T'as des cours de sport, t'as des présentations en exclusivité de tes produits. À Vienne, t'as Waterdrop, qui est dans les boissons, qui a ouvert une boutique qui mélange bar, pareil, espace communautaire. Donc là-dessus, ils se servent de Shopify comme une techno pour ouvrir facilement des points de vente sur la partie technologique, avoir une expérience client, une loyalty qui soit unifiée, une data produit, une data client, une data order qui est unique. Mais derrière, la plus-value en plus de ça, c'est de construire une expérience communautaire, une expérience qui va vraiment transformer une marque en love brand. Et ça, vraiment, je trouve que c'est assez inspirant. Et à l'inverse, pour répondre à ta question, des marchands Shopify qui performeraient un peu moins, c'est des marchands, souvent des retailers un peu plus historiques, qui ont Shopify sur l'e-commerce, mais qui sont pas attaqués au reste, en quelque sorte. Qui ont encore des technos souvent vieillissantes sur du CRM ou sur de l'ERP ou sur du POS ou autre. Et du coup, même si Shopify fait très bien le boulot, le plein potentiel d'une stack technique moderne commerce n'est pas du tout exploité. Et là-dessus, c'est même pas des projets Shopify. Je pense qu'il faudrait à ces acteurs-là pour accélérer. C'est vraiment des projets de transformation.
Question qui n'était pas prévue, mais qui me vient en tête. Tu me dis si tu as des chiffres là-dessus. Je me rends pas compte de ce que ça représente aujourd'hui Shopify en France par rapport au nombre de marchands qui sont équipés d'une techno. Est-ce qu'on est sur une grosse part de marché? Est-ce qu'on est sur... c'est encore... T'as des ordres de grandeur sur ça? Honnêtement, j'ai pas d'ordre de grandeur à te partager. Okay. Parce que je pense que ça dépend énormément des segments. Enfin, à titre perso, j'ai vu plein de stats différentes, pas issues de l'interne, on n'a pas les stats, mais issues de différentes sources, et elles étaient tellement variables à chaque fois en fonction de cette source que je n'arrive pas à les prendre vraiment au sérieux. Ok. En tout cas, c'est en croissance, oui. Ouais. J'avais pas trop de doute là-dessus. Si on recentre un petit peu sur la partie produit, notamment la roadmap, donc il y a Shopify, ça a énormément évolué ces dernières années, particulièrement ces 2-3 dernières années. C'est quoi un peu les grandes directions produits, s'il y en a, les grands axes qui se dessinent? Ouais, donc effectivement, on investit, je sais pas si je t'ai donné le chiffre tout à l'heure, 1,3 milliard chaque année dans le produit. Okay. C'est énorme, c'est colossal. Donc tu peux voir comment on le fait à travers, donc je t'ai parlé de changelog, mais de manière un peu plus sympa, un peu plus marketée. On a Shopify Editions, 2 fois par an, et dans chaque Shopify Editions tu as 150 nouvelles, au minimum 150 nouvelles releases produits. C'est quand les dates? Les dates, on n'a pas encore la prochaine. Je pense janvier-février, quelque chose comme ça. Si tu veux nous lâcher en exclu, non, je plaisante. Non, j'ai pas la date, mais j'ai hâte de savoir, et j'ai hâte à chaque fois de savoir les nouvelles features et quel va être le thème un petit peu. Ouais. La dernière fois, on a eu la Boring Edition, qui était parce que c'était pas des features ultra shiny qui ont été mises en avant, donc ils ont appelé ça la Boring Edition, mais derrière c'était plein de petits jeux des années 90 que tu pouvais jouer un peu sous format émulateur. Enfin bref, les mecs s'amusent. Et donc le fond, la forme est cool, mais le fond, moi ce que je vois principalement des nouvelles fonctionnalités qui se répètent, c'est un gros axe majeur dans l'IA, évidemment. Okay. Dans l'international, avec Shopify Markets, qui est une grosse prio produit depuis maintenant bien 3 ans. Le POS, pareil, autre grosse prio produit. Et une dernière qui est le B2B. Si on parle l'IA, moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui est déjà live, c'est quoi un peu comment vous imaginez ça sur les 6-12 prochains mois. Nous on voit que dans pas mal de secteurs directs de nos métiers ou même connexes, ça rebat les cartes quasiment tous les mois. Je pense à la créa, je pense même à la partie media buying pure et dure, je pense à beaucoup de sujets, le SEO entre autres qui est touché. Enfin bref, il y a plein d'éléments. Comment vous voyez ça de l'œil un peu Shopify au sein de vos produits? C'est fascinant. Enfin, dans ton métier, ça l'est aussi. Dans le mien, pareil. Nous, Shopify, on voit pas ça du tout comme un épiphénomène, évidemment. On a conscience que c'est une transformation aussi importante qu'a pu l'être Internet ou les smartphones ou les plateformes sociales, peut-être même plus importante que celle-là. Donc, on place vraiment l'IA au cœur de nos produits. Et pas un IA gadget, vraiment un IA, notamment Sidekick. Sidekick, c'est vraiment le copilote du marchand ou de son partenaire. Donc avec Sidekick, on va à la fois agir sur des choses un peu plus opérationnelles, mais aussi sur des sujets un peu plus stratégiques. Opérationnels, par exemple. Avec Sidekick, je vais pouvoir mettre à jour une collection en le promptant. Je vais pouvoir organiser ma donnée. Je vais pouvoir appliquer une promotion sur un type de produit défini sur une période donnée. Sidekick, pour ceux qui n'ont pas qui savent pas ce que c'est en gros une petite extension IA assistant avec qui tu peux échanger, c'est ça? C'est notre agent. Ouais, okay. C'est ça, c'est un agent. Ouais, merci de le rappeler. C'est qui est disponible, que vous voyez dans votre dashboard Shopify. Et à parté, si vous l'utilisez pas encore, utilisez-le. Jouez, amusez-vous. Vraiment, c'est hyper important. Je pense pour votre efficacité, pour votre croissance sur le long terme. Si on le développe, c'est pas pour rien. Tu donnais par exemple quelques use cases. Sur Sidekick. Oui, absolument. Donc, cette partie plus opérationnelle, un côté un peu assistant e-commerce, mais il va aussi avoir des capacités de raisonnement
par rapport à toute la donnée qu'il a sur le site de nos marchands. Donc, par exemple, tu as eu un drop de tes conversions sur un marché la semaine dernière. Tu peux pouvoir lui demander. Il va t'analyser les stats, tout ce qui se passe sur ton site. Il va pouvoir te donner des explications et des pistes de recommandations pour que ça n'arrive pas. Et nous, notre vision vraiment de Sidekick, ça va plus loin que ça, parce que c'est un produit qui est quand même assez récent. On l'a lancé il y a quoi, un an et demi. C'est d'aller vraiment sur du déclaratif commerce, où je vais pas décrire à l'agent ce qu'il doit faire, mais je veux déclarer le résultat auquel je souhaite aboutir, le but dans lequel je veux aller, pour que lui, après, m'amène vers un cheminement et me conseille sur comment y arriver. Ok. Ultra intéressant. C'est vraiment la vision. Ça, c'est dispo sur tous les Shopify. Sidekick, c'est dispo sur tous les Shopify, parce que tous les marchands ont besoin d'avoir un bon assistant, les petits comme les grands. En plus de ça, on a aussi les thèmes qui sont arrivés dans la dernière Shopify Editions, qui sont les thèmes Horizon, avec de la création de blocs via de l'IA. Et l'idée, toujours autour de ça, c'est vraiment de simplifier ce qui était complexe par le passé. Enfin, vraiment de donner toutes les armes qu'on peut donner à notre disposition aux marchands pour simplifier leur quotidien. Donc, partie intégrante de leur roadmap produit. Ouais, absolument. Absolument. Et je pense que j'imagine que tu vas me poser la question d'OpenAI. Non, pas plus que ça, mais vas-y, si tu ouvres la parenthèse. Ouais, c'est un peu sur toutes les lèvres en ce moment, mais waouh, Shopify qui annonce un partenariat avec OpenAI, ça va aussi dans ce sens-là. On veut être les premiers à permettre à nos marchands de vendre là où les produits seront vendus demain. Donc pour nous, ça serait, je pense, une erreur stratégique que de ne pas être les premiers à faire un partenariat avec OpenAI pour que le produit des marchands Shopify puisse être directement vendu dans ChatGPT. Vous avez beaucoup d'équipes tech en interne qui travaillent sur ces sujets hier? Ouais, j'ai pas les noms, mais évidemment, ouais, c'est une priorité produit, donc c'est important. Et même, outre ça, on a aussi une très forte culture IA en interne. Enfin, on utilise tous l'IA au quotidien, on est poussé à le faire. On nous pousse des prompts tous les jours pour simplifier aussi notre quotidien. Donc il y a une très, très forte culture IA dans la boîte. Est-ce que tu as des features Shopify qui sont sorties récemment ou même un peu plus longtemps qui te semblent sous-exploitées en France ou dans d'autres marchés, un peu des trucs cool que les marchands connaissent pas forcément et qui est intéressant? Ouais, bon, il y a des choses qui sont pas dispo en France, donc je vais pas créer de FOMO en les mentionnant, en espérant qu'elles arrivent bientôt, mais moi, il y a quelque chose vraiment, j'en ai déjà parlé, donc je suis désolé, ça va faire le mec redondant et tout, mais POS, enfin, les marchands qui veulent ouvrir des points de vente ou qui ont des points de vente, mais qui ont Shopify en e-commerce, qui n'utilisent pas POS, allez jouer avec, regardez ce que c'est, et surtout. En deux mots, pour ceux qui sont vraiment pas familiers avec... C'est une caisse. Une caisse. Tu vois, t'avais ta caisse enregistreuse avant, maintenant, en fait, c'est juste ça, c'est Shopify, c'est juste l'interface qui est différente. Donc c'est le même back-end, c'est la même techno, c'est ta plateforme Shopify. Et on considère ton site e-commerce comme un front, on considère ta caisse comme un autre, au même titre que ton TikTok Shop ou d'autres canaux de vente. Donc ça va te permettre d'avoir une vue consolidée sur toute ta data et de pouvoir surtout créer des parcours clients de manière hyper simple. Des parcours clients omnicanaux vraiment sans aucune couture, vu que c'est la même plateforme qui va te gérer tes ventes online et tes ventes offline. Donc ouais, on a quoi ? On a plusieurs milliers de points de vente déjà en France qui sont équipés. Donc on part pas du tout de zéro. Mais quand je vois à quel point l'omnicanal, on en parlait il y a 10 ans, et il y a encore beaucoup de retailers où on voit que c'est pas abouti. Il y a une sensation un peu d'inachevé. L'adoption est lente en France en fait, l'adoption est pas lente parce que le produit, quand même, on l'a localisé à peu de temps. Mais je pensais plus, en fait, c'est possible de faire des parcours clients unifiés, super, entre online et offline avec n'importe quelle technologie. C'est juste une question de temps et d'argent. Mais du coup, et d'organisation. Un autre point clé. Mais du coup, tu as plein de boîtes qui n'ont pas réussi à outrepasser ça. Et c'est surtout l'organisation le problème. Quand tu as une équipe e-commerce qui est concurrente d'une équipe retail, va essayer de les faire aller ensemble sur les mêmes technos, sur avoir un PNL commun. Et ça, les DNVB, justement, ont une carte à jouer. Et la partie organisationnelle est la plus importante. Et en numéro 2, si vous voulez déployer une vraie stratégie de commerce unifié, vraiment, regardez Shopify POS.
Je trouve ça fascinant, moi, le POS, que ça a réussi à faire quelque chose qui est un peu un challenge de beaucoup de marques et d'enseignes depuis des lustres. C'est désiloter, en fait. C'est d'arriver à faire communiquer, comme tu le dis, le on, le off, des équipes qui sont différentes et pas avoir... Nous, on a encore des cas, c'est évidemment de plus en plus à la marge, mais des cas... où tu vois, le e-commerce est vraiment considéré comme tu disais, tu vois, concurrent du magasin, et tu peux pas faire grand chose parce que t'es pieds et poings liés, tandis que in fine ça sert le même objectif qui est le PNL de la boîte, quoi. Donc, exactement, mais ça c'est de la transfo. Ouais, clairement. Ça c'est dans la main pour les plus grosses boîtes, des CEO, des DG, des DAF. Et donc ça, typiquement, ça fait partie de ce que font les partenaires avec lesquels tu travailles, d'accompagner dans ce change management au-delà de la pure solution technique, quoi. Absolument, exactement. Intéressant. Si on revient sur les features, est-ce que tu as... Donc tu dis POS, tu en as cité une deuxième, pardon, c'était... Non, je crois pas. Que POS, bon, très bien. Et est-ce que il y a quelque chose qui va arriver bientôt, qui est peut-être déjà live sur le continent américain, ou... Est-ce que tu peux nous teaser quelques petits trucs Je suis désolé, mais je ne peux pas. je ne peux pas parce que j'ai pas les infos. Mais c'est vrai. Hein, j'ai rien à partager. Pour ceux qui nous écoutent, j'aurais tenté. On parlait de l'international. C'est encore une douleur pour pas mal de marques. Tu parlais de Shopify Markets. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot et comment surtout ça répond aux enjeux des marques qui veulent justement sortir de France? Il y en a de plus en plus. Souvent, elles veulent le faire très vite, sans que ce soit contraignant et sans avoir globalement un site par pays. Enfin bref, je te passe toutes les contraintes. Oui, exactement. Comment tu... Mais c'est une bonne question parce que, en toute honnêteté, c'était vraiment un point faible de Shopify, encore quand j'y suis arrivé il y a quelques années. Shopify Markets venait d'arriver, mais encore avec peu de fonctionnalités. Donc concrètement, les marques qui étaient sur Shopify Plus construisaient systématiquement un store, ou quasi systématiquement un store, un expansion store, une nouvelle boutique au sein de leur licence Plus par marché qu'ils voulaient adresser. Mais c'est devenu une priorité produit, et quand tu as au total 1,3 milliard de budget annuel pour ton R&D, tu peux vite développer des trucs, ce qui est cool. Donc maintenant, Market, c'est vraiment un outil qui est puissant, qui permet facilement d'aller personnaliser ton expérience par marché, d'avoir des devises différentes par marché, d'avoir des catalogues produits différents par marché. Donc oui, absolument. Tu peux pas ouvrir un marché comme ça dans la vie, parce qu'il te faut... d'un point de vue business, ça implique plein de choses. Mais par contre, d'un point de vue technique, oui, tu peux ouvrir un marché comme ça. Shopify Markets, du coup, live partout aussi? Oui. Okay. Enfin, live, en tout cas, en France, sur tous les marchés. Il y a sûrement des pays où c'est pas différent. Enfin, je sais pas, des pays où c'est pas différent. France. En tout cas, France, c'est bon. C'est quoi pour toi un bon stack Shopify, en termes d'outils, de méthodes, de structure? Est-ce qu'il y a un peu des must-have que tu recommandes? Ouais, on en parlait un petit peu tout à l'heure quand on parlait d'écosystème technique. En fait, il n'y a pas une méthode pour réussir et qui serait applicable à tous les marchands. Il n'y a pas de sauce secrète. D'une manière générale, quand même, on recommande aux marchands d'aller plutôt vers des applications du marché plutôt que des applications custom, quand c'est pertinent, mais quand tu dois intégrer un ERP custom, tu n'as pas trop le choix. Ouais, il n'y a pas de recette magique, globalement. Ok. Il n'y a pas d'outil où vous dites ça va de pair avec Shopify, il faut absolument l'avoir. C'est pas notre rôle de le faire. Ok. Si on nous posait la question, oui, on peut avoir des opinions en fonction du business du client, mais très souvent, vraiment, cette analyse dans le business du client et recommander les meilleurs outils pour lui par rapport à son business, encore une fois, là, ça va être le métier des agences et des intégrateurs. Okay. Donc oui, tu vois... Un Gorgias, oui, on est assez opinionated, encore désolé pour l'anglicisme, mais on a assez d'avis pour dire oui, c'est la meilleure solution sur Shopify sur cet aspect-là, ou Babac l'est sur une autre. Mais ça reste très générique. On a plein de marchands qui font du B2B, mais en fait, peut-être pas. Ouais. En fait, peut-être qu'il leur faut un CRM, pas un Gorgias pour gérer leur service client. En fait, c'est pour ça que ça serait un piège de donner une stack techno idéale. Bonne réponse. Non, mais ça a du sens. Il y a autant de
autant de réponses possibles que de use case. Donc, ouais. donc Après, ça, dans le cas d'une DNVB qui vend en D2C uniquement sur des marchés qu'on connaît plus ou moins, qui veut faire du CRM, de la feed, du service client des retours, bah oui, t'as un peu une stack magique que tu vois partout. Et si on la voit partout, c'est pas non plus un hasard. Ok. Il y a pas mal de sujets, si on ouvre un petit peu vers l'avenir. Il y a pas mal de sujets qui sont qu'on regarde. Typiquement des sujets, je pense au social commerce, je pense à l'IA, je pense à tout ce qui est omnicanalité dont on a un peu parlé. Est-ce qu'il y a des sujets que toi tu regardes ou que Shopify regarde avec attention sur les prochaines années? En fait, notre job, oui, c'est d'être des vigies. Ça se dit, des vigies, d'être en haut du phare pour regarder ce qui se passe au loin et ce qui va arriver au loin, en gros. Notre métier, vraiment, c'est ça. C'est pas qu'on se fasse dépasser par des tendances, par des plateformes qui changent. C'est pour ça qu'on a aussi qu'on noue les partenariats, par exemple, avec OpenAI. Donc, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je peux pas te dire à quoi va ressembler l'e-commerce demain. Ce que je peux te dire, c'est que oui, il y aura de plus en plus de personnes qui vont faire des recherches ou acheter sur ChatGPT. Après, le reste, est-ce que TikTok va continuer à exploser? Il suffit qu'il y ait une législation qui coupe TikTok pour les mineurs. Déjà, on verra un drop. Est-ce que, le futur est très incertain. Et aujourd'hui, je pense plus que jamais, nous, on est là. Vraiment, Shopify, notre mission, c'est d'aider les marchands à ce qu'ils le soient un petit peu moins quand même. Et qu'en tout cas, ils soient sûrs de quand même réussir à s'en sortir, malgré l'incertitude. Si tu étais à la tête ou au COMEX ou tu conseillais une DNVB française, qu'est-ce que tu ferais? Question large, hein, mais... C'est une très bonne question. J'essaierais d'aller vers un modèle, mais je pense qu'ils le font déjà, donc j'ai pas envie. Honnêtement, déjà, je suis personne pour conseiller une DNVB française. Oui, mais t'en vois quand même beaucoup. J'en vois beaucoup, mais j'ai un angle un peu différent que pour l'être une agence, par exemple. Donc, je pense qu'ils font bien mieux leur travail, mais un très humble conseil. Essayer de parvenir à être une love brand. D'autant plus à l'ère où les recherches vont de plus en plus se faire sur les LLM et où ça va devenir clé que les marchands ne cherchent pas le meilleur thé à Versailles, mais cherchent ta marque de thé. Là au moins tu seras sûr de sortir et tu n'auras même plus à bosser ton GEO. Et après, moi je pense qu'aussi pour devenir une love brand, j'en ai parlé plus tôt, les expériences de commerce unifié, je sais que c'est cher, c'est de l'investissement. Mais je pense que ça peut c'est vraiment une stratégie hyper intéressante et oui, si votre marque a une singularité, quelque chose de fort, un message qu'elle porte, je pense que ça peut aussi être intéressant d'explorer comment elle peut se vendre ailleurs. Donc le déploiement international. Est-ce que tu as un outil ou une ressource que tu recommandes? Ouais, j'ai les deux. Donc déjà, il y a une newsletter que je suis attentivement qui est Unhacking, jeu de mots pour Star Wars évidemment, par Paul-Louis Bénard qui est passé sur ce fauteuil récemment, qui est hyper inspirante. En autre podcast aussi, je suis un fidèle auditeur du Café de l'e-commerce depuis des années. J'étais passé dans le 30e podcast pour remonter les archives. Et après, un outil que j'ai découvert tout récemment, que j'ai rencontré le fondateur, une boîte que je trouve hyper inspirante. C'est une jeune startup qui s'appelle Smalk, qui fait concrètement du GEO. Donc, j'ai cité tout à l'heure rapidement le GEO. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros le SEO, mais sur les plateformes, les LLM. OpenAI, ChatGPT, Perplexity, etc. Donc oui, t'es dans un contexte où t'as plein de règles SEO qui ont été créées et qui sont en train d'être mises en question par l'arrivée des recherches sur les LLM. Et donc eux, leur produit, c'est une plateforme qui va te permettre à la fois d'avoir une analytics, d'avoir des informations sur est-ce que ta marque est recherchée sur les LLM, si oui, comment, sur quel LLM, quels mots-clés font qu'elle tombe sur ta marque, et qui va même pouvoir te recommander derrière des blocs de contenu à insérer sur ton site pour être mieux référencé. Donc c'est
ça répond, je trouve, à un des pains. C'est le début du pain, hein. Je pense qu'on est encore au début, mais qui est quand même très croissant. Donc je pense que ça vaut le coup de regarder. Smalk, Ultra intéressant. smalk.ai. Eh bien, merci beaucoup. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver, Eli ? Vous pouvez me retrouver le dimanche matin au Poney Club près de Versailles avec mon fils. Sinon, sur LinkedIn, Eli Ozanski. Je réponds généralement à un message hors période de rush. Ozanski, Hosanski. Y, exactement. J'ai pas fait un de mot faute. qui vaut beaucoup au Scrabble. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Eli, pour cet échange, pour cet épisode. C'était Merci à toi. riche en informations. Très content de t'avoir reçu sur le podcast. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci Étienne, pareillement. À très vite. À très vite. Salut. Ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.